Encore un incendie dans un quartier à Ouagadougou. Un de plus, est-on tenté de dire. C'est le troisième dans la ville en l'espace de quelques jours au quartier Tanguin. C'est le deuxième depuis le début de la semaine. 5 boutiques sont parties en fumée ce matin. Les détails dans un instant. Ce n'est pas un fait courant au sein de ce groupe ethnique. Chez les Samo, on connaît bien le chef de terre, mais pas de chef de village. Bagnon-Tenga, dans le Nayala, fait exception à la matière. Naba Bangogo y règne depuis 50 ans maintenant. Il vient d'ailleurs de célébrer son jubilé d'or de règne. C'est le dossier de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Que se passe-t-il à Ouagadougou? Les incendies se multiplient dans la capitale. Tôt ce matin, au quartier Tanguin, les flammes ont consumé 5 boutiques. Les dégâts matériels sont importants, mais fort heureusement, l'on ne déplore ni blessés ni perte en vie humaine. La promptitude des soldats du feu a permis de circonscrire le sinistre. Les causes, elles, ne sont pas encore connues. Konsoum Koulibaly et Oumou Sissé. 5 magasins en flammes. C'est le bilan de ce sinistre. L'incendie s'est produit dans le quartier Tanguin de Ouagadougou ce jeudi 21 janvier 2016 sur l'avenue Serge-Joséphine Kaboré, non loin du barrage numéro 2. Un sinistre qui laisse les propriétaires dans le désarroi. Je suis venu ce matin ici, ouvrier en train de faire sortir seulement. J'ai en train les gens les criquer feu à feu, donc quand je suis sorti, ça a pris partout, donc j'ai crié et puis je suis parti pour aider le gars là. Donc pour moi là aussi c'est brûlé. La promptitude des sapeurs-pompiers a permis de limiter les dégâts. Les actions que les pompiers ont prises, c'était en fait circonscrire le feu là aux seules boutiques qui étaient déjà concernées pour que ça ne puisse pas se propager aux boutiques voisines et maintenant procéder à l'extinction. On n'en a pas dénombré de victimes pour l'instant, donc ça se résume aux dégâts matériels. En attendant que les causes de cet incendie soient élucidées, il est demandé aux populations de respecter les consignes de sécurité et les règles d'implantation de leurs lieux de commerce. Les conditions de la personne vivant avec un handicap est en débat à Ouagadougou. Il s'agit de mettre l'accent sur les moyens de leur inclusion, notamment dans le domaine de l'éducation. La réflexion qui se mène concerne particulièrement les milieux de conflit et les camps de réfugiés. On voit tout cela avec Issa Kafando et Abdul Rasmane Zongo. Le Mali, le Niger et le Burkina, à travers une synergie des énergies, mutualisent donc leurs forces pour combattre les inégalités sociales et l'exclusion que vivent les personnes handicapées, notamment les enfants, et d'où cette rencontre transnationale. L'équation à résoudre est de faire d'abord un diagnostic de la situation des personnes en situation de handicap dans les zones conflictuelles, camps de réfugiés et déplacés, avant de proposer une piste de solution en faveur de l'inclusion et de la solidarité. Il était temps qu'on puisse justement, en collaboration avec les gouvernants, voir quel type d'accompagnement on peut assurer à ce groupe cible-là. Connaître combien ils sont, quels sont leurs besoins et prioritaires. Le département de tutelle fonde beaucoup d'espoir sur les résultats éventuels de l'atelier. Nous voulons avoir les conclusions de ces travaux pour progresser. Les questions d'enfants, les questions d'éducation de ces enfants. Et l'éducation, c'est vraiment le droit à travers lequel ces enfants pourront exercer tous les autres droits. Au finish, une feuille de route doit être dégagée pour mieux promouvoir en particulier l'éducation des personnes en situation de handicap et en général leur mieux-être. C'est connu, les sites d'orpaillage sont des zones de forte concentration humaine où se développent certaines maladies. Le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles figurent en bonne place. Au sud-ouest, les autorités régionales montent au créneau pour sensibiliser les populations vivant sur ces sites. Le gouverneur de la région a effectué une sortie terrain pour faire l'état des lieux de la prévention du VIH-Sida. Basile Bassolé et Isiaka Nana.
Selon l'antenne régionale du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, la région du Sud-Ouest présente un taux de séroprévalence supérieur au taux national. Et les orpailleurs constituent une cible à surveiller de près du fait du rôle de passerelle qu'ils jouent dans la transmission du virus. Cette tournée dans les sites d'orpaillage de Fofora et de Galgouli dans la province du Poni se veut donc une campagne de sensibilisation afin d'impliquer davantage ces acteurs dans la lutte contre cette pandémie. De manière apparente, c'est comme si c'était une maladie qui était en recul, mais il est dit qu'elle est en train de remonter. Donc il est question, puisque dans ces sites d'orpaillage, nous pensons que c'est le site par excellence où certaines dépravations sont très grandes. Donc en cherchant la fortune, il fallait que l'on ait la santé également en plus. Donc il y a lieu de pouvoir impliquer le secteur minier, pourvoyeur de richesses, mais en même temps aussi facteur atténuant par rapport à la santé de la population. Donc il faut qu'on puisse ensemble conjuguer l'ensemble des efforts et le secteur, disons, privé et au niveau public pour voir comment est-ce qu'on peut venir à bout de cette pandémie au niveau régional. Une campagne de sensibilisation qui semble trouver un écho favorable auprès de ces orpailleurs au regard de l'engouement suscité. Nous, c'est vraiment notre souhait, c'est ça, parce qu'on a besoin vraiment de sensibilisation. Les orpailleurs ont besoin de ça, il faut les sensibiliser. C'est ça qui nous manque beaucoup. À partir de là, comme les orpailleurs ils ont écouté, je pense que le message est déjà lancé. Et comme il fallait s'y attendre, les questions sécuritaires ont également été abordées au cours de ces échanges. Et le gouverneur Amadou Ambroa Diarra d'interpeller ces acteurs à dénoncer tout comportement suspect, surtout que la région du Sud-Ouest est située entre deux frontières, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana. S'il est un légume qui est entré dans les habitudes alimentaires des Burkinabés, c'est bien le haricot vert. Riche en fibres, il est aujourd'hui prisé de tous et sa culture procure des revenus considérables aux maraîchers. La réputation du haricot vert made in Burkina dépasse même désormais les frontières du pays. Il s'exporte vers l'Europe. On voit tout cela avec Drissa Traoré et Mireille Carole Tougouma. Loin d'être un repas de luxe, le haricot vert est entré dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Aujourd'hui, il fait partie des menus les plus prisés. Ma famille apprécie très bien. Mon mari apprécie ça beaucoup même. Voilà pourquoi j'ai acheté. Au-delà de sa saveur, le haricot vert contient des éléments nutritifs très importants. Les différents avantages, comme je l'ai entendu, des fibres alimentaires, luttent généralement contre le cancer, comme du côlon. Et aussi, en plus de ces fibres alimentaires, l'haricot vert contient ce qu'on appelle des substances antioxydantes. Ces substances qui sont antioxydantes luttent contre le vieillissement des cellules. Et donc, véritablement parlant, l'haricot vert fait partie des aliments les plus prisés pour notre santé. Mais encore faut-il connaître la bonne technique de cuisson. Ce qui est conseillé de nos jours, c'est l'haricot vert passé à la vapeur d'eau. Vous le voyez, généralement, on les utilise dans les salades. On les utilise pour préparer aussi, accompagner des viandes et d'autres aliments. Donc, ce qui est bien, il est conseillé de le manger cuit. Parce qu'il y a des substances, quand vous le mangez cru, qui empêchent la digestion de ces aliments, qui empêchent à ce que l'organisme puisse bénéficier au maximum des aliments, des nutriments, comme vous l'avez tantôt dit, par l'organisme. En plus des vertus nutritionnelles, le haricot vert constitue une source de revenus non négligeable. Je sais que la production, comme on fait souvent des 0,25, c'est-à-dire les quarts d'hectare, qui fait 2500 mètres carrés. Donc il arrive souvent, si réellement le producteur respecte toutes les données techniques là, il peut s'en sortir avec quelque chose de 100 caisses. Donc en raison de 100 caisses par 25, il a 2500 kilos. Le prix du haricot vert sur le marché local varie entre 125 et 1500 francs CFA la boîte, et ce selon les périodes. Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso que le haricot vert est prisé. Il y a une forte demande à la matière sur le marché international. Vu les normes européennes, la qualité différente entre le fin et le très fin, donc c'est pour cela qu'on a du personnel ici pour reconditionner, suite à un premier tri déjà du producteur au champ. Ensuite, nous le mettons dans les cartons, sur des palettes.
on les encercle, on met des affiches pour l'export pour le client et on le met dans les conteneurs frigo pour le refroidir avec de l'humidité à 6 degrés, il faut soit à 95% d'humidité. Dès qu'on a la place, le plus tôt possible, on envoie pour garder la qualité du haricot vert du Burkina. D'origine mexicaine, le haricot vert a été introduit en Afrique au XVIe siècle. Au Burkina Faso, la culture de ce légume est saisonnière. Un mot de culture dans cette édition avec la désignation des ambassadeurs du Sud-Ouest à la Semaine nationale de la culture. 28 lauréats ont été retenus à l'issue de la compétition régionale qui a connu la participation de 544 postulants. Les résultats tout de suite avec Oumarou Sagnon et Jean-Clément Sommet. L'heure est à la moisson pour les 544 candidats en compétition vers les phases finales de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2016. Fût-il difficile, les scorpions noirs de Diebougou ont récolté ce qu'ils ont sémé. La SNC, c'était vraiment des conditions difficiles, mais on a tenu à payer. Donc c'est le travail qui fait l'homme. Et tous ceux qui sont qualifiés devaient travailler parce que Bobo, c'est une autre étape. Si Dieu le veut, ça va payer quand on ramène notre prix dans la région. 28 représentants iront à Bobo-Dioulasso pour les phases finales. Toutefois, beaucoup reste à faire pour ceux dont la moisson a été bonne, d'où cette subvention financière du ministère de la Culture et du Tourisme pour accompagner les 7 représentants en art de spectacle, toute chose qui vient renforcer les stratégies locales. C'est de faire un travail d'abord de proximité avec les assistants culturels qui du reste sont nos représentants dans les provinces. Eux maintenant ils vont nous mettre en contact avec les responsables des troupes qui vont certainement faire appel à des formateurs qualifiés, des chorégraphes et autres pour la suite de la compétition. Au premier plan, les autorités régionales pour partager les réalités du terrain. Les troupes en tout cas avaient un très bon niveau, nonobstant quelques petites déperditions. Malheureusement c'est une répartition plutôt régionale. Et pour ce faire, je crois qu'il serait souhaitable désormais que l'on voit comment revenir sur le principe de la sélection provinciale afin que les premiers des provinces se retrouvent dans la région. De manière générale, il a été demandé aux 28 représentants de poursuivre le travail pour être au top du 26 mars au 2 avril 2016 à Bobo-Dioulasso. Et on en vient maintenant à ce dossier de l'édition. Difficile à croire, mais un Naba en pays Samo, c'est bien possible. Naba Bango est le garant des traditions Samo du village de Bagnontenga et ce depuis 1966. Il totalise 50 années de règne et ses sujets sont constitués essentiellement de Samo, de Mossi, de Gouroussi et de Peul. Bagnontenga existe depuis 1932 et la cohabitation s'y passe bien. Jean-Eudes Bayala et Mounira Kéré. À travers chants et danses, ils accompagnent le Naba Bango à son trône. Nous sommes à Bagnontenga, un village de la commune rurale de Yaba dans le Nayala. Rassurez-vous, Naba Bango de Bagnontenga n'est pas un Mossi, mais un Samo. Entouré de sa population, il célèbre les 50 ans de son accession au trône. Moi, j'ai appris les chefferies en 66. J'ai 50 ans de cette année. C'est pourquoi j'ai vocation dans mon village, j'ai fait les fêtes coutumières. Le roi assis place aux salutations. Les mains chargées de présents, chaque délégation le félicite et lui souhaite une longue vie pleine de grâce. Cette journée est une journée de joie. C'est une fierté quand même pour la famille. Si vous êtes responsable d'un village et qu'autour de vous, vous voyez tout ce monde, vraiment ça vous réconforte. Bagnontenga est un nom mouré qui signifie le village de Bagnon, le père de l'actuel roi. Un village créé en 1932 et composé de plusieurs ethnies. Alors, mon village, depuis, on est ensemble avec les chefs de quartier, il y a 3 quartiers. Il y a des Samo, il y a des Monchi, il y a des Gourouchi, il y a des Pel. Jusqu'à présent, je remercie à Dieu, il n'y a rien qui a passé comme mauvais dans le village. Mon grand-père est venu à Bagnontenga depuis 1938. Moi, je suis né ici. Nous vivons avec toutes les autres ethnies en toute fraternité.
Naba Banougo de Bagnon-Tenga est un ancien combattant de l'armée française. À 81 ans, il est père de 45 enfants. Ses petits-fils sont au nombre de 153. Les jours suivant la célébration du 50e anniversaire de son accession au trône, il va se rendre dans les 3 quartiers que compte son village afin de remercier sa population pour les soutiens dont il a bénéficié. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité tout au long de la semaine. L'information, elle, revient tout à l'heure à 20h.